Une nouvelle de Pierre Bordage, de haut en bas. La première fois que j'ai entendu parler du travail au détour d'une conversation anodine, c'était à l'âge de 15 ans. Travail. Le mot n'est plus jamais sorti de ma tête. J'en ai aussitôt vérifié l'étymologie dans l'antique dictionnaire papier qui traînait dans le grenier poussiéreux de la maison de mon grand-père. J'aimais m'y réfugier quand j'avais besoin de solitude. Classée, insalubre, elle est promise à la démolition, comme l'ensemble des vieux quartiers de la ville. Tout ce qui rappelle la vie d'avant doit disparaître, a déclaré la porte-parole du gouvernement mondial. Travail vient du latin tripalium, qui signifiait torture. J'ai alors compris pourquoi il ne faisait plus partie de nos mots, ni de nos mots d'ailleurs. Le gouvernement mondial, relayé par les gouvernements régionaux, assure paix, bonheur et santé à tous ses administrés. Je ne me suis jamais posé de questions au sujet de la paix et de la santé, mais je me suis demandé à maintes reprises si je vivais dans le bonheur, et j'ai dû admettre que la réponse était négative. J'avais un manque impalpable, insaisissable, qui avait grandi en moi au point d'atteindre les dimensions d'un trou noir. Je discernais chez les autres le même manque, plus ou moins important. Ils avaient beau se persuader de la perfection de leur vie, une profonde mélancolie transparaissait dans leurs yeux, leurs attitudes, leurs paroles. Je ne me mêlais jamais de leurs conversations, raison pour laquelle on m'avait surnommé le sauvage. Mais je les observais avec une attention et une patience d'entomologiste. Ils s'affirmaient heureux, en toutes circonstances, et ne manquaient pas une occasion de louer le gouvernement mondial pour sa clairvoyance et sa générosité, et je les voyais tôt ou tard s'engluer dans la boue du mensonge et de l'illusion. Je suis parvenu à dénicher dans le grenier quelques vieux livres traitant du travail, découvrant à l'occasion que mon grand-père s'était déjà penché sur le sujet. Sur certaines pages, il avait écrit des commentaires qui, malheureusement, étaient devenus illisibles. Avait-il appartenu à cette génération qui était passée du monde du travail à celui de l'activité librement choisie ? Avant, l'être social devait gagner sa vie en s'adonnant environ un tiers de son temps à une occupation plus ou moins pénible. Il obtenait en échange une rémunération, une compensation financière qui lui permettait d'accéder à la nourriture et au logement. J'ai cru comprendre que cette situation les rendait malheureux, plus encore lorsque leur tâche s'avérait ardue. Mais ils n'avaient pas d'autre choix s'ils voulaient nourrir leur famille que de se rendre chaque jour à l'usine, à la mine ou au bureau qui les employait. Certains tombaient gravement malades, d'autres mouraient dans des explosions accidentelles. Certains étaient victimes de surmenage, d'autres créaient des syndicats pour être mieux traités. Gagner sa vie dans de telles conditions revenait le plus souvent à hâter sa mort. La plupart des auteurs des livres se rejoignaient dans l'idée que l'avènement massif de l'intelligence artificielle et de la robotique marquerait la fin des tâches pénibles, chaque machine remplaçant au minimum 300 travailleurs. Et c'est le cas puisque plus personne n'est astreint au travail, du moins à ma connaissance. Nous nous consacrons tous à des activités choisies, souvent créatives, en tout cas agréables. La femme qui se prétend ma mère biologique fabrique des objets en bois ou en céramique, parfaitement laids et inutiles. Mais, comme le dit le délégué de notre quartier, la beauté n'est qu'une question de regard et l'utilité un concept purement subjectif. Toujours est-il qu'elle y consacre beaucoup de temps et que ses créations commencent à déborder de notre maison. Elle ne sait pas quoi en faire. Les offrir à ses amis ? Ils s'arrangent pour éviter de rentrer chez eux avec un abat-jour ou une composition qui seront ensuite planqués dans un recoin, dont ils ne sortiront qu'à l'occasion d'une visite de la créatrice. La passion de celui qui se présente comme mon père est d'une toute autre nature. Il a toujours voulu aider les autres et il en a fait son activité principale. Il sonne tous les jours chez les voisins pour leur demander s'il ne peut pas leur être d'une utilité quelconque. Les gens l'accueillent avec amabilité, mais l'ayant accompagné à plusieurs reprises, j'ai bien vu l'agacement qui leur plissait les yeux et les lèvres, et quand par chance quelqu'un a besoin de lui, il ou elle se hâte
de s'en débarrasser une fois le service rendu au prétexte d'un rendez-vous urgent. Les adultes s'occupent comme ils le peuvent. Les uns écrivent, peignent, sculptent, chantent. D'autres jouent d'un instrument ou se font maître nageur pour les petits. Quelques-uns s'intéressent au règne végétal et animal ou se lancent dans la cuisine. D'autres, de plus en plus nombreux, se construisent des rêves dans les métavers. Rares sont ceux qui se contentent de regarder passer la vie avec des yeux mornes. Chez aucun adulte, je n'ai remarqué un quelconque éclat de bonheur. D'eux se dégage une impression dominante de tristesse. Ils n'ont pas besoin de trimer pour gagner leur vie leur est offerte à la naissance. Ils savent qu'ils n'auront pas à se battre et que, quoi qu'il arrive, quels que soient les échecs ou les abandons, ils ne craindront jamais les avenirs incertains. Et nous, les jeunes pousses de la nouvelle génération, nous ne valons guère mieux. Nous gobons les fausses promesses de ce monde avec une inconscience béate. Nous ne voyons pas qu'au rythme où vont les choses, nous serons bientôt prisonniers d'une matière molle et gluante dont nous ne pourrons plus jamais nous dépêtrer. Poussé par une rage certaine, je suis retourné dans la maison de mon grand-père. Les machines démolisseuses n'allaient pas tarder à entrer en action. Et il me semblait que je n'avais pas découvert tous les secrets du grenier, que si je n'agissais pas rapidement, mes questions resteraient à jamais sans réponse. J'ai fini par dénicher dissimulé sous le parquet un paquet de feuilles couvertes de dessins qui, contrairement aux commentaires dans les pages des livres, n'avaient pas été effacés par le temps. Il s'agissait d'un plan, d'une succession de plans plus exactement. Une première esquisse montrait un chemin qui conduisait au pied de la grande muraille servant de limite à la partie nord de Sérénité, notre communauté. Les frontières sud et ouest étant bordées par l'océan amical, la frontière est barrée par la paroi verticale et vertigineuse d'un plateau. Sur les deux feuilles avait été tracée maladroitement une ligne qui semblait traverser la muraille. Il m'a fallu un long moment de réflexion pour comprendre que ce trait tremblotant symbolisait un tunnel qui permettait de passer dans le monde extérieur. La peur est soudain venue planter ses griffes dans mon ventre. La loi nous proscrivait formellement de sortir du périmètre de la communauté, une interdiction qui s'était transformée avec le temps en tabou. Le gouvernement mondial administre les communautés plus ou moins importantes. Celle de Los Angeles est la plus grande au monde, avec ses 5 millions d'habitants, en fonction de ses besoins en eau, en nourriture, en énergie. Il revient à chaque communauté moyenne ou petite, avec l'aide des IA, de maintenir l'équilibre en gérant au mieux ses déchets par exemple. On ne distinguait sur la 3e feuille que des hachures sombres tracées au crayon, mais qui, peut-être, figuraient un puits ou un gouffre où débouchait le tunnel. Une voix retentit dans mon dos et elle m'a fait sursauter. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» J'ai reconnu le timbre acide et légèrement agaçant de Vinouvert. Elle me regardait avec un sourire indéfinissable qui accompagne chacune de ses paroles. « Mais qu'est-ce que tu fiches ici ?» « C'est exactement la question que je me posais à ton sujet, » a-t-elle répondu. « J'ai un lien avec cette maison. Tu n'es pas censé te rendre clandestinement dans une maison frappée d'alignement, qu'elle ait appartenu à ton grand-père ou pas. Alors, soit tu me dis ce que tu cherches ici, soit j'en informe le comité de quartier. » Au bout d'un court instant de réflexion, j'ai décidé de lui révéler la vérité. Non que le comité m'inspirât la moindre peur, mais il me semblait que mon secret me pèserait moins s'il était partagé. On disait autrefois que le travail, l'activité souvent pas choisie à laquelle se livraient les gens et qui leur permettait de gagner leur vie. Gagner leur vie, je t'expliquerai le concept. Bref, le travail ou l'activité rémunérée rendait les gens malheureux, raison pour laquelle il a été aboli par le gouvernement mondial. Or, je constate que les habitants de la communauté ne sont pas plus heureux qu'avant. Mais qu'en sais-tu ? Il suffit d'observer. Mon grand-père avait également réfléchi à la question. Malheureusement, ses annotations sont devenues illisibles. Il ne nous reste que ces plans qui semblent nous conduire hors de la communauté. Vinouvert était devenu blême. Hors de la communauté ? Tu songes sérieusement à... C'est à cet instant que j'ai pris ma décision. Tu veux m'accompagner ? Mais tu es fou. Je t'empêcherai même de mettre ton projet à exécution. Et comment ? Je te dénoncerai au comité.
Je l'ai fixé à mon tour en souriant. Tu ne feras pas une chose pareille, Vinouvert. Le simple fait que tu sois ici montre que tu n'as qu'une envie, c'est de sortir de notre communauté, d'en connaître la véritable nature et de découvrir l'extérieur. Je t'ai bien observé. Toi plus que les autres, tu t'ennuies. Tu as perdu toute envie de vivre, tu t'étioles. Tu sais, au fond de toi, que le chemin qui est tracé sur ces feuilles conduit sans doute à un ailleurs, sinon exaltant, au moins différent. Et s'il n'allait nulle part, elle était au bord des larmes. La seule façon de le savoir, c'est de l'explorer. Mais comment comptes-tu tromper la vigilance des IA? Je n'avais pas encore réfléchi à la question. Les IA détectent tout mouvement inhabituel des kilomètres à la ronde et interviennent via les drones dans les plus brefs délais. Je trouverai le moyen. Et j'affirmai un rien bravache. Tu en seras. Vinouvert a hoché la tête, plus pâle que jamais, sans doute effrayé par sa propre audace, puis a disparu dans l'obscurité. Cette nuit, ai-je soufflé à Vinouvert. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir et je me suis demandé pour la 100e fois si j'avais choisi la bonne partenaire. J'avais encore exploré le grenier de la maison de mon ancêtre et n'avais rien déniché d'autre que des expressions écrites visiblement à la va-vite sur des feuilles volantes, telles que « le travail c'est la santé »,« travailler c'est trop dur »,« le travail fatigue même les ânes »,« le travail bien réparti ne tue pas »,« le paresseux appelle chance le succès du travailleur », etc. Je me suis également intéressé aux IA de surveillance. Au nombre de 10, elles ont besoin d'énergie pour exercer leurs fonctions et elles se relaient toutes les 12 heures pour se recharger. J'ai calculé qu'il nous faudrait une demi-heure pour nous rendre à l'entrée du souterrain du pied de la muraille. Pour aveugler les IA, j'ai eu l'idée de tarir la source du flot de leurs captations sonores, visuelles ou tactiles. Elles passent toutes par le même canal relié à la centrale énergétique et étrangement accessible, sans doute pour que les techniciens humains, ceux qui ont choisi la merveilleuse activité de technicien, puissent intervenir en cas de défaillance. Arracher le câble de son support ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables. Ensuite, le temps que le comité s'aperçoive de la panne, qu'il convoque les techniciens, nous disposerions de la demi-heure nécessaire pour atteindre le souterrain du plan de mon ancêtre. Et si ce schéma grossier n'était qu'un délire de vieillard atteint de démence, au moins nous en aurions le cœur net. Vinouvert est venu me rejoindre à 22h, comme convenu. Nous avons fait semblant de nous promener dans le parc voisin, puis, une fois hors de vue de ceux qui se proclament nos parents, nous avons filé vers la centrale énergétique située non loin de l'océan, dont l'eau sert à les refroidir. Les deux IA de surveillance ont sans doute analysé que nous étions des ados en promenade romantique sur la plage de sable blanc. À l'aide d'un court-levier, je suis parvenu à déceler la plaque métallique qui sert de couvercle à l'un des accès de secours de la centrale. « Attends-moi là !» Vinouvert a hoché bravement la tête. J'ai admiré son courage. Je suis descendu par l'échelle fixée dans la paroi. J'ai traversé les galeries que j'avais visualisées sur mon écran interne. Une fois arrivé dans la grande salle qui précède la grande pièce des générateurs, j'ai repéré le câble bleu qui apparaissait au coin du plafond avant de s'escamoter dans le haut du mur et décidé de ne pas aller plus loin. J'ai sorti l'outil que j'avais pris soin d'emporter avec moi, un multi-usage dont raffolent les bricoleurs. Son rayon laser étincelant a attaqué la matière, pourtant réputée inaltérable, et l'a rongée, jusqu'à ce qu'elle se scinde en deux. Il ne s'est rien produit de particulier. Les IA ne pouvaient plus rien contre nous, provisoirement du moins, puisqu'elles étaient coupées de leur base d'information. J'ai rebroussé chemin et rejoint Vinouvert. Tout s'est éteint, a-t-elle murmuré en désignant la centrale. On fonce. Nous avons couru vers la muraille en longeant d'abord la côte, puis en coupant par la forêt aux arbres tentaculaires. J'ai cru entendre des bruits d'alerte dans le lointain, ou bien étaient-ce seulement les sifflements du vent dans les frondaisons et les craquements des branches. « La muraille !» s'est exclamé Vinouvert dans un souffle.
Elle se dressait, ombre blême et immobile, 1 kilomètre plus loin, 25 mètres de hauteur, 3 de large, 100 kilomètres de longueur, faite d'un alliage lui aussi indestructible en principe. Il nous a fallu un bon moment pour trouver la trappe d'accès du souterrain. Le plan l'a localisée au pied d'un arbre géant. Mais des arbres géants, il y en avait plein, car les passionnés de botanique avaient planté tout un tas d'espèces génétiquement modifiées à croissance ultra rapide. Je commençais à lancer des coups d'œil de plus en plus fréquents au-dessus de ma tête dans la crainte de l'apparition des drones. Plus d'une demi-heure s'était écoulée depuis que j'avais sectionné le câble et la panne ne tarderait plus à être réparée. Un premier grondement a déchiré le ciel. Un drone. On est foutu, a gémi Vinouvert. Peut-être pas. J'ai discerné un cercle sombre au milieu des herbes folles. Nous nous en sommes approchés, tandis que le drone, tel un frelon, fondait sur nous en piqué. La trappe, nous l'avons soulevée en glissant nos doigts sous le bord. Elle a offert une certaine résistance, mais elle s'est ouverte de plus en plus facilement à mesure que les racines relâchaient leur emprise. « Ne bougez plus !» a tonné la voix du drone. Faisons semblant de lui obéir, ai-je chuchoté à Vinouvert. À mon signal, on saute dans le trou. Il va nous balancer des flèches paralysantes. Nous sommes restés immobiles le temps qu'il reprenne un peu de hauteur pour enregistrer les coordonnées exactes de notre position. Maintenant! Je n'ai pas attendu de savoir si Vinouvert réagissait à mon signal. Je me suis glissé sous la trappe et j'ai été aspiré par un puits qui semblait sans fond. Je me suis reçu quelques instants plus tard sur une surface dont la mollesse a amorti le choc. Un bruit sourd m'a indiqué que Vinouvert venait à son tour d'atterrir. Des lueurs vives ont surgi des hauteurs, nous permettant de voir que nous étions tombés dans une sorte de pièce sphérique, équipée d'un énorme matelas de mousse imputrescible cerné par les moisissures. « Mais c'est quoi ces lumières ?» a demandé Vinouvert. Le drone a probablement décidé de souder la trappe. Elle s'est mordu les lèvres. Ça veut dire que nous n'avons plus de chemin pour rentrer ? Ça veut dire que nous devrons en trouver un autre si nous souhaitons revenir. Elle a marqué un long moment de silence avant de secouer la tête. Revenir, mais quelle importance! Personne ne se souciera de savoir ce que nous sommes devenus, nos pseudo-parents, encore moins que les autres. Les lumières se sont éteintes. On ne voit rien. J'ai de nouveau brandi l'outil multi-usage dont j'ai actionné le système d'éclairage. Le faisceau de la torche nous a montré un passage de la largeur de 2 hommes qui partaient de la pièce sphérique. Nous nous sommes engagés dans le boyau parfaitement étayé par des poutrelles en métal qui ne portaient pas une seule trace de rouille, bien que 2 siècles au moins se fussent écoulés depuis leur installation. Le passage s'enfonçait dans la terre d'une manière inexorable. Je crains que, s'il continuait de la sorte, nous ne finissions par déboucher sur le magma torride de notre planète. Mais la pente s'est peu à peu redressée, stabilisée, puis a même commencé à grimper. Qui avait foré ce passage ? Sûrement pas mon grand-père, qui n'a jamais eu de goût pour les occupations manuelles. D'après celle qui prétend être ma mère, il était collectionneur maniaque de n'importe quoi, pourvu qu'il dénichât une nouvelle collection à commencer, les boutons de chemise par exemple, ou encore les clous et les lacets, l'effervescence de la chasse au trésor. Il exposait ses trouvailles dans sa chambre et une grande partie du salon. Il était chez lui tout de même, n'en déplaise à ma soi-disant mère, qui voulait l'expédier dans une institution réservée aux plus anciens, là où des volontaires les aidaient à franchir la frontière entre la vie et la mort. Celle qui m'aurait donné le jour guignait la maison familiale pour 2 raisons. Elle pensait bénéficier d'une prime à la vie plus importante, non que les allocations gouvernementales fussent parcimonieuses ou injustes, mais elle avait un besoin névrotique de s'entourer de murs d'argent pour se sentir en sécurité, et elle sautait sur les moindres prétextes pour confisquer la bourse pourtant dérisoire versée à ses enfants. Ils récupéreraient plus tard leur argent, disait-elle, gonflés par les bénéfices dont le grand argentier du gouvernement avait fixé un taux minimum garanti. Mais le comité l'avait déboutée.
arguant que la disparition définitive de ces biens obsolètes marquerait la fin des prétentions individuelles. Ils reviendraient dans le giron de la communauté sous une forme ou une autre, terrain de jeu, aire de pique-nique, jardin paysager ou jardin potager kiosque. Et ainsi, personne ne s'estimerait lésé. Le passage souterrain débouchait quelques dizaines de mètres plus loin, sur une salle sombre, révélée par la torche puissante de mon multi-usage, qui s'est subitement éteinte. Panne de batterie. J'avais oublié de la recharger. Je me suis traité d'idiot pour commencer, j'ai commencé par crétin et conclu par imbécile. Je manque parfois de vocabulaire. La pièce ne présentait pas d'autre ouverture que celle par laquelle nous venions d'entrer. Son sol n'était pas fait de roches ni de terre, mais d'une épaisse barre métallique séparée par des intervalles de 3 centimètres. Nous nous sommes aventurés sur cet étrange plancher. Quelques barres probablement décelées ont bougé sous nos pieds. Je n'ai pas eu peur, ni Vinouvert, qui m'a lancé un regard de défi. La petite fille apeurée s'était métamorphosée en guerrière intrépide. Elle a eu la première l'idée d'empoigner l'une de ces barres mal fixées, de la soulever malgré son poids, puis de la lâcher en dessous d'elle. Avalée par l'obscurité, la tige de fer est tombée en contrebas dans un bruit mat. Je dirais 6 mètres, a estimé Vinouvert. J'aurais parié pour ma part sur 10. Difficile à cette hauteur de tomber sur un sol dur sans se casser quelque chose. Mais il fallait en passer par là. Et puis, hors de question d'être à la traîne de la nouvelle Vinouvert. Il nous a fallu ensuite retirer 6 barres pour obtenir une brèche suffisante. Je m'y suis glissé le premier, me suis suspendu à la barre latérale et mes jambes ont pédalé un petit moment dans le vide avant que je consente à lâcher prise. Je me suis crispé dans l'attente du choc, lequel n'est jamais venu. La chute, qui m'a paru durer une éternité, n'a probablement pas excédé 3 secondes. Je me suis reçu sur une matière molle, étrangement douce. Puis, après une vague sensation de déplacement au ralenti, je me suis retrouvé légèrement étourdi, debout sur un sol ferme. Je n'ai pas eu le temps de me demander si Vinouvert m'avait suivi. Elle est apparue près de moi, les cheveux désordonnés, manifestement en pleine forme, hilar. « Hé, dis donc, tu as vu la Un claquement l'a interrompu. Une lumière vive s'est allumée et nous a éblouis. Un tapage nous a submergés que j'ai identifié comme un éclat de rire général. Puis mes yeux s'accoutumant à la clarté, j'ai discerné une ronde de visages autour de nous, des hommes et des femmes de tous âges. L'intensité de leur regard qui semblait me sonder jusqu'au fond de l'âme m'a frappé. « Vous êtes les premiers des hauts à nous rendre visite ?» a déclaré une femme aux cheveux blancs et aux rides profondes. « Soyez les bienvenus !» Une clameur assourdissante a ponctué sa déclaration. Vinouvert m'a devancé. « Qui êtes-vous » La femme âgée a réclamé le silence en tendant les bras. « Nous sommes vos frères et sœurs des bas. Ça fait bien longtemps que nous attendions un signe. Mais que faites-vous ici » ai-je à mon tour demandé. La femme a réfléchi quelques instants. « Je vous emmène visiter notre monde. Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions. » Elle nous a entraînés, Vinouvert et moi, vers la sortie de l'immense cavité où nous étions arrivés. Les bassistes, ainsi se sont-ils surnommés par dérision sans doute. Nous sommes pour eux les hautains. Vivent au fond d'une faille où la lumière du jour ne pénètre que rarement. Un endroit qui n'offre pratiquement aucun agrément, mais que la surveillance constante des anges de la mort. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que c'étaient les drones dévolus à la surveillance, identiques aux nôtres finalement, leur interdisaient de quitter. Pourquoi ? S'est étonné Vinouvert. Rien ne doit nous détourner de notre devoir. Fournir de l'énergie à nos frères des hauts, leur permettre de mener la vie qu'ils ont choisie, a répondu Voja, la vieille femme qui nous sert de guide et qui semble tenir un rôle important dans les bas. Mais vous n'avez pas choisi la vôtre, ai-je objecté. Nos ancêtres n'étaient pas en mesure de la choisir. C'était la condition pour que leur soit accordée la grâce de la survie. Si nos frères des hauts disparaissent à cause de notre négligence, nous mourrons aussi.
Les bassistes travaillaient pratiquement la moitié du temps, à partir de l'âge de 13 ans, à la centrale énergétique enfouie à plusieurs centaines de mètres de profondeur, à laquelle ils accédaient par un système d'ascenseur assez rustique. Les ressources traditionnelles s'étant taries depuis bien longtemps, les grandes utopies s'étant achevées en un conflit global, le BLO, ayant éliminé 95% de la population terrestre, le monde s'est réorganisé en communauté affiliée à une entité dirigeante planétaire et chargée de produire l'énergie nécessaire à leurs besoins. Notre communauté, Grenov, utilise un minerai découvert juste avant le BLO, le voltyle, qui offre l'avantage d'avoir un fort rendement sur le plan énergétique, mais dont l'extraction se révèle extrêmement compliquée. Enfoui à des profondeurs abyssales, dans des zones à forte humidité qui interdisent le recours à la machine, il ne peut être recueilli que par des créatures organiques dotées d'une certaine sensibilité et capables de résister à ces conditions éprouvantes. En outre, il marque une tendance à se désagréger dès qu'on l'arrache de son support, produisant ainsi une énergie phénoménale pouvant être fatale pour tout être vivant qui se tient dans un rayon d'1 kilomètre. Les bassistes apprennent très tôt à le décoller avec d'infinies précautions des poches dans lesquelles il s'accumule, surnommées les nids, à le déposer délicatement dans les berceaux des récipients adaptés et isolés, et à le remonter jusqu'à la centrale, où il est enfin transféré dans la centrifugeuse. La puissance dégagée par sa désagrégation est alors dirigée vers les capteurs et canalisée dans des conducteurs à haute densité puis répartis selon les besoins. 10 à 20% de la production sont distribués aux bassistes et leur servent principalement à forer de nouvelles galeries pour rechercher d'autres gisements. Tout le reste est utilisé par les hautains. Je me suis demandé pourquoi nous, les hautains, j'ai appris la signification réelle de ce mot, et je trouve finalement qu'il nous convient parfaitement. Avions un tel besoin d'énergie, nous qui ne nous occupons que de nous-mêmes. Nos existences sont-elles si précieuses que d'autres êtres humains s'adonnent la moitié de leur vie à un dur labeur afin que nous ne manquions de rien ? Les métavers, par exemple, consomment une énergie phénoménale, bien qu'ils ne soient que des mondes virtuels. La moitié au moins de la communauté possède un ou plusieurs avatars et se donne l'illusion de mener plusieurs vies simultanément, sans savoir qu'ils condamnent ainsi des hommes et des femmes inconnus à une existence pénible et dangereuse, comme si le plaisir des uns ne pouvait reposer que sur la douleur des autres. Pourtant, Evin l'a constaté également, il y a moins de désespoir dans les yeux des bassistes que dans ceux des hautains. La chaleur humaine est ici plus dense, plus palpable. Les rires sont vraiment joyeux, des discussions parfois s'enflamment, mais les rancunes ne durent pas. Les bassistes ne revendiquent rien, ils espèrent seulement que les deux mondes pourront bientôt se rejoindre. Ils attendaient depuis longtemps une visite des habitants des Hauts, le signe des temps nouveaux. Ils ne pensaient certes pas voir arriver des adolescents, mais au moins la porte s'est ouverte. Ils ne savent pas qui a foré ce tunnel. Leurs ancêtres, un hautain désireux de garder le contact avec d'autres rameaux de l'humanité. Peu importe, dans le fond, l'important est que le passage existe et qu'il soit praticable. Tu crois que le gouvernement mondial sait tout cela ? M'a demandé Evin. Il n'aurait pas cherché à nous le cacher s'il ne le savait pas. En tout cas, nous ne pourrons plus dire que nous ne sommes pas au courant. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, Evin ? Tout ? Ça change tout ? Je ne pourrai plus jamais vivre dans une communauté qui se montre aussi ingrate, aussi injuste. Je ne pourrai pas m'empêcher de leur dire que notre monde idéal n'est qu'un leurre, une illusion. Je ne pourrai plus faire semblant, tu comprends, Olvis ? D'autant mieux que je ressens la même chose que toi. Je l'ai trouvée attirante, tout à coup, voire désirable. Première fois de ma vie que je ressentais du désir pour une autre personne. Nous étions allongés sur les deux petits lits d'une chambre dans laquelle Voja nous avait installés après un copieux repas qui avait réuni une grande partie des bas pour célébrer notre venue. C'était la chambre de mes deux fils, a murmuré Voja d'une voix imprégnée de tristesse.
Ils sont morts tous les deux, ainsi que leur père, dans une explosion de voltiles. La chambre, d'une sobriété désarmante pour moi, habitué à la présence encombrante des objets créés par ma prétendue mère, formait autour de nous un cocon chaleureux. La famille de Vosja avait dû connaître des moments heureux avant le drame qui l'avait frappé. « Qu'allons-nous devenir ?» a soupiré Vinouvert. « Aucune idée ?» ai-je lancé d'un ton faussement enjoué. « Oui, tu as raison, on verra bien. » Elle a fait quelque chose dont je l'aurais cru incapable. Elle s'est approchée de moi, ses lèvres se sont posées sur les miennes. Nous nous sommes étourdis dans un baiser qui m'a laissé pantois. On verra bien. Revenir dans la communauté, pas certain que nous y soyons accueillis à bras ouverts. Rester avec les bassistes, nous sommes déjà trop âgés pour apprendre les gestes des mineurs de Voltile, et nous deviendrions vite encombrants, voire dangereux. Nous sommes désormais des êtres en marge, Vinouvert et moi. Ce n'est pas pour me déplaire, moi qui ai toujours revendiqué l'indépendance. Rien n'est figé. Il existe d'autres voies. C'est, je crois, ce que mon grand-père a tenté de me dire. Et je dois faire en sorte qu'il n'ait pas agi en vain. De haut en bas est une nouvelle de Pierre Bordage, extraite du recueil Nouvelle Vague, publié aux éditions La Talente. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.